Le miroir ne ment pas, même quand on le souhaiterait. On se voit reflété dans sa surface froide, mais quelque chose cloche terriblement. On a la mâchoire tellement en avant qu'on ne peut plus fermer la bouche. La bave monte aux commissures des lèvres, tandis qu'on peine à former des mots compréhensibles. Votre langue élargie emplit votre bouche comme un corps étranger, transformant chaque repas en une épreuve de positionnement minutieux et de mastication lente et laborieuse. Votre colonne vertébrale se courbe anormalement, forçant votre tête à adopter un angle inconfortable qui vous fait paraître plus petit que vous ne l'êtes déjà. Vous êtes Charles II d'Espagne, et vous êtes mourant. Nous sommes en novembre 1700, et vous avez 38 ans, bien que votre corps porte les stigmates des siècles. Vos membres tremblent d'un frémissement pulsatile, votre peau est pâle et cireuse. Vos yeux exorbités ou ces yeux caractéristiques des Habsbourg qui vous marquent comme une marque vous fixent avec la confusion sourde qui a hanté tout votre règne. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Vous ne pouvez pas gouverner correctement. Vous pouvez à peine manger des aliments solides. Et vous savez, avec la terrible lucidité qui accompagne parfois les mourants, que ce n'est pas votre faute. Votre souffrance découle d'une vérité terrifiante, chaque goutte de sang dans vos veines a été empoisonnée par les choix de vos ancêtres. Depuis 16 générations, votre famille a marié cousin à cousin, oncle à nièce, frère à sœur, obsédés par la pureté de sa lignée. Ils appelaient cela préserver le droit divin. Ils appelaient cela préserver leur héritage sacré des Habsbourg. Ce qu'ils ont créé, c'est vous, l'aboutissement de l'expérience génétique la plus extrême de l'histoire de l'humanité. La dynastie des Habsbourg d'Espagne fut un exemple de catastrophe génétique. Notre histoire débute en 1516, lorsque la maison de Habsbourg prit le contrôle de l'Espagne. S'ensuivirent près de 2 siècles de consanguinité, le programme le plus systématique jamais entrepris par une famille royale. Les Habsbourg d'Espagne ne se contentaient pas d'épouser occasionnellement leurs cousins, ils en firent leur caractéristique principale. Sur les 11 mariages contractés par les monarques espagnols de la dynastie des Habsbourg entre 1450 et 1661, 9 étaient des mariages consanguins, un oncle épousait sa nièce, des cousins germains épousaient leurs cousins germains. Dans certains cas, le chevauchement génétique était si important que les enfants naissaient avec des coefficients de consanguinité proches de ceux de leurs frères et sœurs. Les hommes qui régnèrent durant cette période n'étaient pas les monarques forts et déterminés que la propagande royale dépeignait, ils étaient victimes des obsessions génétiques de leur propre famille, chaque génération étant plus endommagée que la précédente. Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, semblait un candidat improbable pour notre histoire. Né en 1500, il hérita du plus vaste empire de l'histoire européenne, s'étendant de l'Espagne à l'Autriche et des Pays-Bas au sud de l'Italie. Il était intelligent, politiquement avisé et initialement en bonne santé. Mais en observant attentivement ses portraits, on commence à déceler des signes avant-coureurs. Antonio de Beatis, diplomate italien qui rencontra Charles en 1517, le décrivit comme ayant un long visage cadavérique et une bouche de travers qui s'ouvrait lorsqu'il n'était pas sur ses gardes. Charles avait hérité du début de ce qui allait devenir la mâchoire des Habsbourg, une mandibule inférieure protubérante qui lui laissait la bouche ouverte à moins qu'il ne la contrôle consciemment. Son coefficient de consanguinité était de 0,038, un taux relativement faible pour sa famille, mais déjà supérieur à ce qui serait considéré comme sûr dans une lignée normale. Ses parents étaient cousins, mais leur parenté était éloignée par rapport aux unions qui allaient suivre. La véritable tragédie de Charles Quint ne résidait pas dans ses propres souffrances, mais dans ses décisions matrimoniales. Bien qu'il dirigeât un empire qui s'étendait sur plusieurs continents et qu'il ait accès à des épouses potentielles dans toute l'Europe, Charles choisit d'épouser sa cousine Isabelle de Portugal, dont la mère était la tante de Charles, sœur de son père. Leur lien de parenté était tel qu'une dispense papale spéciale était nécessaire pour se marier. Leur fils, le futur Philippe II, hériterait non seulement de l'Empire espagnol, mais aussi d'une dose encore plus importante de séquelles génétiques des Habsbourg. Charles abdiqua en 1556, épuisé par le fardeau de gouverner ces vastes territoires et par la prise de conscience croissante que quelque chose clochait fondamentalement dans sa lignée. Il se retira dans un monastère, où il passa ses dernières années dans la prière et la contemplation, peut-être en quête du pardon divin pour la catastrophe génétique qu'il avait contribué à perpétuer.
Philippe II hérita du trône d'Espagne à l'apogée de son pouvoir, mais il hérita également d'un héritage génétique qui allait définir tout son règne. Né en 1527, Philippe présenta dès son plus jeune âge les traits classiques des Habsbourg, un visage allongé, des yeux tombants et une mâchoire de plus en plus proéminente qui rendait difficile l'alimentation et la parole. Les historiens modernes pensent qu'il souffrait d'une grave dépression et peut-être de troubles du spectre autistique, des traits qui le rendaient obsédé par les détails, mais incapable de la réflexion stratégique globale requise par son empire. Sa gouvernance reflétait la rigidité mentale souvent associée à la dépression consanguine. Il devint obsédé par l'orthodoxie religieuse, lançant l'Inquisition espagnole avec une brutalité sans précédent. Il passait des heures chaque jour à lire et à répondre à des détails administratifs, négligeant les décisions stratégiques cruciales. Philippe se maria 4 fois, cherchant désespérément des héritiers mâles. Sa première épouse, Marie de Portugal, était sa cousine, leur mère était sœur. À la mort prématurée de Marie, Philippe épousa Marie d'Angleterre dans le cadre d'une alliance politique, ce mariage ne produisit pas d'enfants. Sa troisième épouse, Élisabeth de Valois, n'était pas apparentée à la lignée des Habsbourg, et leurs enfants furent en meilleure santé que la moyenne de la dynastie. Mais pour son quatrième et dernier mariage, Philippe renoua avec la tradition familiale, il épousa sa nièce Anne d'Autriche, fille de son frère. Anne avait 22 ans de moins que Philippe et était littéralement la fille de son frère. De leur union naquit Philippe III, qui allait transmettre à la génération suivante une charge génétique habsbourgeoise encore plus importante. ChatGPT a dit. Philippe III, né en 1578, incarnait tout ce qui manquait à l'approche monarchique des Habsbourg. Les récits contemporains le décrivent comme mentalement lent, physiquement faible et totalement dépendant de ses conseillers pour prendre les décisions les plus élémentaires. Son coefficient de consanguinité était si élevé que les généticiens modernes considèrent comme remarquable qu'il ait survécu jusqu'à l'âge adulte. L'apparence physique de Philippe III choquait même les courtisans habitués aux particularités des Habsbourg. Sa mâchoire était si saillante qu'il ne pouvait fermer correctement la bouche. Il bavait constamment et avait tant de mal à mastiquer que sa nourriture devait être coupée en petits morceaux. Son élocution était presque incompréhensible, rendue difficile par sa bouche mal formée et sa langue dilatée. Mais peut-être plus tragique que ses difformités physiques étaient ses limitations mentales. Philippe III était décrit par ses contemporains comme doté des capacités mentales d'un enfant. Profondément religieux, il manifestait une superstition qui suggérait un déficit cognitif plutôt qu'une véritable spiritualité. Il croyait aux présages, consacrait des heures chaque jour à la prière et laissait le gouvernement de l'Espagne à une série de favoris qui exploitaient sa faiblesse à leur profit. Le déclin économique et politique de l'Espagne s'accéléra sous le règne de Philippe III, qui se concentra sur les cérémonies religieuses et l'étiquette de la cour. L'Espagne perdit le contrôle des Pays-Bas, vit ses colonies américaines gagner en indépendance et connut de multiples faillites. L'empire qui avait dominé l'Europe pendant un siècle entama son déclin irréversible sous un roi incapable de comprendre les complexités du gouvernement. Philippe III épousa Marguerite d'Autriche-Hauy, une autre cousine et leurs enfants représentèrent la prochaine étape de l'expérience génétique des Habsbourg. Leur fils, le futur Philippe IV, hériterait d'une dose encore plus importante des défauts génétiques de la famille. Philippe IV, le roi mélancolique, naquit en 1605 et régna sur l'Espagne pendant 44 ans, l'un des règnes les plus longs de l'histoire espagnole. Mais la durée n'était pas synonyme de qualité. Philippe IV présida au déclin continu de la puissance espagnole tout en luttant contre son propre héritage génétique. Les portraits de Philippe IV par Diego Velázquez illustrent précisément ce que des siècles de consanguinité avaient produit, la mâchoire proéminente, le crâne allongé, les yeux tombants qui semblaient fixer l'Espagne avec une incompréhension absente. Philippe IV souffrait d'une grave dépression, ce que les psychiatres modernes qualifieraient de troubles dépressifs majeurs avec de possibles caractéristiques psychotiques. Les archives judiciaires décrivent des périodes où le roi restait dans ses appartements pendant des semaines, refusant de recevoir des visiteurs ou de s'occuper des affaires d'État. Durant ces épisodes, il lui arrivait de parler au tableau comme s'il s'agissait de personnes réelles ou d'être convaincu que des courtisans complotaient contre lui. La pression constante pour qu'il ait un héritier mâle n'aidait guère le moral du roi. Sa première épouse, Isabelle de Bourbon,
était sa cousine, et de leur mariage naquirent plusieurs enfants, morts en bas âge ou dans leur enfance. Une seule fille, Maria Theresa, atteignit l'âge adulte, mais, en tant que femme, elle ne put hériter du trône d'Espagne. À la mort d'Isabelle en 1644, Philippe IV se trouva confronté à une crise, il lui fallait un héritier mâle, mais son héritage génétique rendait de plus en plus improbable une procréation saine. Fidèle à la tradition familiale, il épousa sa nièce, Marianne d'Autriche, fille de son frère, faisant de leur union l'une des plus étroites de l'histoire des Habsbourg. Le mariage de Philippe IV et de Marianne donna naissance à plusieurs enfants, dont la plupart moururent jeunes. Parmi les survivants figurait Marguerite-Thérèse, qui fut mariée à son oncle Léopold Ier Louis, un autre couple oncle-nièce et enfin, en 1661, un fils qui allait devenir Charles II. Philippe IV mourut en 1665, laissant derrière lui un empire en déclin et un héritier de 4 ans dont l'héritage génétique s'avérerait être le plus extrême de l'histoire royale européenne. Charles II, le « roi ensorcelé », représente le nadir absolu de la consanguinité royale. Né le 6 novembre 1661, il est venu au monde déjà porteur des séquelles génétiques accumulées par 16 générations de mariages entre cousins. Son coefficient de consanguinité était de 0,254, soit un niveau supérieur à celui généralement observé chez les enfants de frères et sœurs. Dès sa naissance, Charles II était manifestement différent. Les archives judiciaires françaises le décrivaient comme un enfant atteint d'éruptions cutanées de type herpétique, la tête couverte de croûte et un écoulement suintant de son oreille droite. Des rumeurs circulaient même selon lesquelles ses organes sexuels étaient si mal formés que les courtisans ne parvinrent pas à déterminer son sexe. Charles n'a jamais appris à marcher correctement. Ses jambes étaient faibles et mal formées, sa colonne vertébrale était anormalement courbée et son équilibre était si fragile qu'il avait besoin d'un soutien constant. Il n'a prononcé ses premiers mots qu'à l'âge de 4 ans, et même à cet âge, son élocution était si confuse à cause de sa langue élargie et de sa mâchoire mal formée que seuls ses plus proches assistants pouvaient le comprendre. La célèbre mâchoire des Habsbourg atteignit son apogée grotesque sous Charles II. Sa mâchoire inférieure était si saillante qu'il ne pouvait ni fermer la bouche ni mâcher de nourriture solide. Les repas devinrent des rituels de positionnement minutieux et de déglutition lente et douloureuse. Les médecins de la cour décrivaient le fait de le voir manger comme une expérience pénible, la nourriture lui tombait de la bouche et il peinait pendant des minutes à avaler ce que d'autres consommaient en quelques secondes. Les capacités mentales de Charles II étaient très limitées. Il ne savait ni lire ni écrire au-delà d'un niveau élémentaire, peinait à comprendre des concepts simples et semblait souvent confus quant à l'endroit où il se trouvait ou à ce qui se passait autour de lui. Les récits contemporains le décrivent comme ayant le développement mental d'un jeune enfant, même à l'âge adulte. La cour espagnole surnomma Charles II, el hechizado, l'envoûté, car elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être aussi affaibli physiquement et mentalement sans intervention surnaturelle. Elle le soumit à des exorcismes et des cérémonies religieuses constants, croyant qu'il était possédé par des esprits maléfiques. Charles II se maria 2 fois, chaque fois avec des princesses étrangères horrifiées par son état. Sa première épouse, Marie-Louise d'Orléans, aurait été si révulsée par son apparence et son comportement qu'elle évitait de se retrouver seule avec lui. Les observateurs de la cour notèrent qu'elle sursautait visiblement lorsqu'il tentait de parler. De ce mariage, aucun enfant ne naquit. Après la mort de Marie-Louise en 1689, Charles épousa Marie-Anne de Neubourg. Ce second mariage resta également sans enfant. L'impuissance de Charles II n'était pas seulement psychologique, ses lésions génétiques le rendaient physiquement incapable de procréer. Il mourut le 1er novembre 1700, quelques jours seulement avant son 39e anniversaire. Son acte de décès énumérait diverses causes immédiates, mais la véritable cause était évidente pour quiconque voulait bien la consulter, 16 générations de ses ancêtres avaient choisi la pureté génétique plutôt que le bien-être humain. Avec la mort de Charles II, la lignée des Habsbourg d'Espagne prit fin. Son testament désigna Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV de France, comme son héritier, déclenchant la guerre de succession d'Espagne. Mais, plus important encore, sa mort mit fin à l'expérience de consanguinité royale la plus extrême que l'Europe ait jamais connue. Bien avant que les Habsbourg ne rendent la consanguinité tristement célèbre, les pharaons de l'Égypte antique avaient perfectionné cette pratique.
Pendant plus de 3 millénaires, les familles royales égyptiennes ont pratiqué le mariage entre frères et sœurs comme un devoir religieux, estimant que leur sang divin ne devait pas être dilué avec celui des simples mortels. Aranathan, la souffrance cachée du roi hérétique. Akhénaton régna sur l'Égypte pendant la 18e dynastie, entre 1353 et 1336 avenue Jésus-Christ. Il est célèbre pour avoir révolutionné la religion égyptienne, abandonnant le panthéon divin traditionnel au profit du seul culte d'Atoum, le disque solaire. Mais les réformes religieuses radicales d'Akhénaton pourraient avoir été influencées par les séquelles génétiques qui ont affecté sa famille. Les statues et bas-reliefs d'Akhénaton qui nous sont parvenus montrent un homme aux traits nettement anormaux. Son visage était extrêmement allongé, avec un menton pointu et des joues creuses. Son cou, anormalement long et fin, soutenait un crâne aux proportions presque étranges. Son corps était tout aussi étrange, des bras et des jambes minces soutenaient un torse à la poitrine prononcée et un ventre gonflé qui le faisait paraître enceinte. Les experts médicaux modernes ont proposé plusieurs diagnostics pour la maladie d'Akhénaton. Irwin Braverman, de l'université Yale, suggère que le pharaon souffrait de 2 maladies génétiques, un syndrome d'excès d'aromatase, qui entraînerait la conversion des hormones mâles en hormones femelles, et une craniosynostose, qui expliquerait l'allongement de son crâne. Ces affections seraient compatibles avec les effets de la consanguinité. Les parents d'Akhénaton, Amenhotep III et la reine Tiye, étaient probablement apparentés, perpétuant une tradition familiale vieille de plusieurs générations. Les dommages génétiques accumulés chez leur fils se manifestèrent non seulement par des malformations physiques, mais peut-être aussi par la manie religieuse qui le poussa à restructurer complètement la société égyptienne. Akhénaton épousa sa propre sœur Néfertiti, conformément à la tradition royale, mais il épousa également ses filles Méritaton et Ankhéznamon, dont les unions donnèrent naissance à des enfants si génétiquement endommagés qu'aucun ne survécut jusqu'à l'âge adulte. L'isolement génétique de la famille royale était devenu si extrême qu'elle ne pouvait plus engendrer d'héritiers viables. Toutankhamon, l'héritage tragique du jeune roi. Toutankhamon régna sur l'Égypte de 1332 à 1323 avenue Jésus-Christ environ et fut l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire, mais pas pour les raisons qu'il aurait souhaitées. La découverte de sa tombe intacte en 1922 révéla non seulement d'incroyables trésors, mais aussi la preuve de l'existence d'un jeune homme dont la vie fut marquée par des souffrances génétiques. L'analyse ADN moderne a révélé la vérité sur la filiation de Toutankhamon. Son père était Akhénaton, et sa mère était l'une de ses sœurs. De cette union fraternelle naquit un enfant si génétiquement endommagé qu'il put difficilement exercer son pouvoir royal. Toutankhamon souffrait d'un pied-botte sévère qui rendait la marche extrêmement difficile. Sa tombe contenait 130 cannes, non pas des objets cérémoniels, mais des aides pratiques pour se déplacer. Les scanners de sa momie révèlent une fente palatine qui aurait affecté son élocution, une colonne vertébrale courbée qui le forçait à adopter une posture voûtée, et un crâne allongé semblable à celui de son père. L'enfant roi souffrait également de multiples maladies génétiques qui affaiblissaient son système immunitaire. Des analyses ADN ont révélé la présence de parasites du paludisme dans ses os, le plus ancien cas confirmé de cette maladie dans l'histoire de l'humanité. Mais les lésions génétiques de Toutankhamon le rendaient particulièrement vulnérable aux infections auxquelles une personne en bonne santé aurait pu survivre. Les analyses médicales modernes suggèrent que Toutankhamon souffrait de la maladie de Koller, une maladie rare qui entraîne la destruction du tissu osseux du pied. Cette affection devait être extrêmement douloureuse et expliquerait les nombreuses aides à la marche retrouvées dans sa tombe. Conjugué à ces autres troubles, il est remarquable qu'il ait survécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Toutankhamon épousa sa demi-sœur Ankhéznamon, perpétuant ainsi la tradition familiale d'inceste. Leurs 2 enfants furent mort-nés, leurs minuscules corps momifiés furent enterrés avec leur père. Les analyses génétiques suggèrent que ces nourrissons souffraient de malformations congénitales si graves qu'ils ne pouvaient survivre hors de l'utérus. Le jeune pharaon mourut vers 1323 avenue Jésus-Christ, probablement des suites d'une combinaison de paludisme, de maladies génétiques et de complications liées à une jambe cassée. Sa mort marqua la fin de la lignée directe de la 18e dynastie, car il ne laissa aucun héritier. La dynastie ptolémaïque, les pharaons grecs et l'inceste systématique. Lorsqu'Alexandre le Grand conquit l'Égypte en 332 avenue Jésus-Christ,
il établit la dynastie ptolémaïque qui régna pendant près de 3 siècles. Mais les Ptolémées portèrent les traditions égyptiennes de l'inceste royal à des extrêmes qui choquèrent même leurs contemporains. Le système matrimonial ptolémaïque. Les Ptolémées ne pratiquaient pas l'inceste de façon occasionnelle, ils en firent leur caractéristique principale. À partir de Ptolémée II et de sa sœur épouse Arsinoé II, la dynastie pratiqua systématiquement le mariage entre frères et sœurs de génération en génération. Les frères épousaient systématiquement leurs sœurs, et les enfants nés de cette union épousaient à leur tour leurs propres frères et sœurs. Ce n'était pas un acte de passion ni même une nécessité politique, c'était une tentative calculée de maintenir le pouvoir au sein de la famille royale. En se mariant exclusivement entre eux, les Ptolémées s'assuraient qu'aucun étranger ne puisse prétendre à une part de la richesse ou de l'influence égyptienne. Mais les conséquences génétiques furent dévastatrices. L'analyse moderne des momies et des pièces de monnaie ptolémaïques révèle une famille de plus en plus marquée par l'obésité, des cous gonflés et des yeux proéminents, autant de signes de troubles génétiques causés par une consanguinité extrême. Ptolémée VIII, le roi bouffi. Ptolémée VIII, qui régna de 170 à 163 avenue Jésus-Christ, puis de 145 à 116 avenue Jésus-Christ, fut l'exemple même de la détérioration physique qui marqua la fin de la dynastie ptolémaïque. Les récits contemporains le décrivent comme atteint d'une obésité grotesque, avec un ventre si volumineux qu'il pouvait à peine marcher. Son surnom, Fiscon, signifiant « gros », reflétait sa caractéristique la plus évidente. Mais les problèmes de Ptolémée allaient au-delà de la simple obésité. Il souffrait de ce que les médecins modernes qualifieraient de multiples troubles endocriniens, probablement dus à sa consanguinité. Son cou était gonflé par ce qui semblait être un goitre, et ses yeux sortaient de leurs orbites, signe classique d'une maladie thyroïdienne. L'état mental du roi était tout aussi problématique. Paranoïaque, violent et sujet à des accès de colère soudains qui terrifiaient ses courtisans, il aurait ordonné des exécutions massives d'intellectuels alexandrins et se serait livré à des querelles familiales qui auraient dévasté la lignée royale. Ptolémée VIII épousa sa sœur Cléopâtre II, mais prit également sa nièce Cléopâtre III comme seconde épouse. Ces relations croisées donnèrent naissance à des enfants dont le patrimoine génétique était si concentré que beaucoup moururent jeunes ou souffrirent de troubles du développement évidents. À l'époque des derniers Ptolémées, l'isolement génétique de la dynastie avait atteint des niveaux catastrophiques. Cléopâtre VII, la célèbre Cléopâtre de l'histoire, était le fruit d'au moins 8 générations de mariages fraternels. Ses parents étaient frères et sœurs, ses grands-parents étaient frères et sœurs, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'arbre généalogique. Malgré les portraits hollywoodiens, la véritable Cléopâtre ne ressemblait guère à Elizabeth Taylor. Pièces de monnaie et sculptures montrent une femme aux traits typiquement ptolémaïques, un nez crochu, un visage rond et une corpulence imposante, suggérant les troubles métaboliques fréquents dans sa famille. Cléopâtre VII fut forcée d'épouser ses jeunes frères Ptolémée XIII puis Ptolémée XIV, perpétuant ainsi la tradition familiale alors même qu'il devenait évident que la dynastie était génétiquement épuisée. Ses relations avec Jules César et Marc-Antoine n'étaient pas de simples alliances politiques. Elles représentaient des tentatives désespérées d'introduire de nouveaux gènes dans une lignée qui ne pouvait plus se maintenir. À sa mort, en 30 avenue Jésus-Christ, Cléopâtre mit fin non seulement à la dynastie ptolémaïque, mais à 3 siècles de consanguinité royale la plus systématique jamais pratiquée. Ses enfants de pères romains perpétuèrent diverses lignées royales, mais la lignée ptolémaïque pure disparut avec elle. Pour comprendre ces histoires tragiques, il est nécessaire d'examiner la science génétique qui explique pourquoi la consanguinité a des effets aussi dévastateurs. Lorsque des individus étroitement apparentés se reproduisent, leurs enfants ont beaucoup plus de chances d'hériter de 2 copies de gènes récessifs nocifs. Dans une population saine et génétiquement diversifiée, les gènes récessifs nocifs sont généralement masqués par des copies normales héritées de parents non apparentés. Mais lorsque des cousins se marient entre eux de génération en génération, ces gènes nocifs s'accumulent et se multiplient. La mâchoire des Habsbourg, par exemple, est un exemple classique de la manière dont la consanguinité peut concentrer des traits néfastes. Ce prognatisme mandibulaire s'accentuait à chaque génération de mariage entre cousins, devenant finalement si grave que Charles II ne pouvait plus fermer correctement la bouche ni mâcher correctement des aliments solides.
L'analyse génétique moderne de l'arbre généalogique des Habsbourg montre que Charles II avait un coefficient de consanguinité de 0,254, ce qui signifie que 25,4% de ses gènes étaient identiques car issus des mêmes ancêtres. À titre de comparaison, l'enfant de deux cousins germains aurait un coefficient de 0,0625, et l'enfant de frères et sœurs de 0,25. Charles II était en quelque sorte l'équivalent génétique d'un enfant né de frères et sœurs, mais avec des dommages supplémentaires accumulés sur 16 générations. Les effets de cette consanguinité extrême ne se limitaient pas aux malformations physiques. La dépression consanguine affecte non seulement l'apparence, mais aussi le système immunitaire, les capacités mentales et la fertilité. De nombreux descendants des Habsbourg souffraient de taux accrus d'épilepsie, de déficience intellectuelle, de troubles anxieux, de dépression et de déficience du système immunitaire. Ce qui rend ces histoires particulièrement tragiques, c'est qu'elles étaient évitables. La science génétique expliquant la dépression consanguine n'était pas accessible aux dirigeants médiévaux et modernes, mais ses effets étaient évidents pour quiconque voulait les observer. Les cours royales disposaient de nombreux documents documentant les problèmes de santé qui affligeaient les lignées consanguines. Les médecins de la cour rédigeaient des rapports détaillés sur les problèmes de santé physique et mentale affectant les enfants royaux. Le lien entre mariage entre cousins et altération génétique était évident pour les contemporains, mais les considérations politiques et économiques ont toujours pris le pas sur le bien-être humain. Les hommes dont nous avons exploré les histoires Charles II, Philippe IV, Toutankhamon, Akhénaton et les rois ptolémaïques furent victimes d'un système qui les traitait comme des moyens de parvenir à une fin plutôt que comme des individus méritant dignité et santé. Ils furent réduits à leurs fonctions reproductives, valorisés uniquement pour leur capacité à perpétuer des lignées génétiquement empoisonnées. Ces souverains vivaient dans une souffrance physique constante, une confusion mentale et la conscience que leur souffrance résultait des décisions prises par des ancêtres qui auraient dû être plus avisés. Ils endurèrent des surnoms moqueurs, devinrent l'objet de commérages à la cour sur leurs limites et subirent l'humiliation quotidienne de ne pas pouvoir exercer les fonctions fondamentales attendues des rois. Le plus tragique est peut-être que nombre de ces hommes perpétuèrent le système qui les avait détruits. Charles II se maria 2 fois malgré son inaptitude manifeste à la reproduction. Toutankhamon épousa sa demi-sœur et eut des enfants mort-nés. Les rois ptolémaïques perpétuèrent les mariages entre frères et sœurs malgré l'effondrement de leur dynastie. Cette consanguinité extrême prit fin au début de l'époque moderne, lorsque les tribunaux commencèrent à comprendre les risques génétiques et que le contexte politique évolua pour favoriser des alliances internationales plus larges. La mort de Charles II en 1700 marqua non seulement la fin de la lignée des Habsbourg d'Espagne, mais aussi le début d'une nouvelle conception du mariage royal. La guerre de succession d'Espagne qui suivit sa mort établit de nouveaux modèles de diplomatie européenne privilégiant les alliances stratégiques à la pureté génétique. De même, la conquête de l'Égypte par Rome mit fin à la pratique du mariage systématique entre frères et sœurs de la dynastie ptolémaïque. Si les mariages entre cousins persistèrent au sein de la royauté européenne, ils devinrent moins fréquents et moins proches à mesure que les tribunaux commencèrent à reconnaître les dangers d'une consanguinité extrême. La révolution scientifique des XVIIe et XVIIIe siècles apporta progressivement des explications aux désastres génétiques qui avaient ravagé les familles royales. Bien que les mécanismes de l'hérédité ne soient pleinement compris qu'au XXe siècle, des médecins et des philosophes naturalistes observateurs commencèrent à documenter le lien entre mariage entre cousins et maladies génétiques. Aujourd'hui, ces histoires tragiques nous rappellent l'importance de placer le bien-être humain au-dessus de l'opportunisme politique, de reconnaître la dignité individuelle de chaque personne et de comprendre que même les institutions les plus puissantes peuvent perpétuer d'immenses souffrances lorsqu'elles perdent de vue les valeurs humaines fondamentales. Nous revenons à ce miroir froid, à cet instant de terrible constat, mais cette fois, nous ne voyons pas seulement le reflet de Charles II, mais les visages de tous les hommes dont nous avons exploré les histoires. Les traits allongés d'Akhénaton, le pied beau de Toutankhamon, le regard mélancolique de Philippe IV, le visage bouffi de Tommy VIII. Ce n'étaient ni des monstres ni des curiosités. C'étaient des êtres humains qui méritaient mieux que la loterie génétique imposée par la naissance. Leur souffrance n'était ni une punition divine ni une malédiction surnaturelle. C'était le résultat prévisible de choix humains faits par des personnes qui privilégiaient la pureté du sang au bien-être humain.
Leur souffrance nous apprend profondément sur les dangers de traiter les êtres humains comme des moyens, sur l'importance de la diversité génétique et sur la responsabilité qui nous incombe à tous de tirer les leçons des erreurs du passé. Leurs histoires nous rappellent que la véritable noblesse ne réside pas dans la pureté de la lignée, mais dans le courage de reconnaître notre humanité commune et de veiller à ce que la destruction génétique systématique ne soit plus jamais pratiquée au nom de la tradition royale. Le miroir ne ment pas, même quand on le souhaiterait. Dans le reflet de ces rois tragiques, nous voyons non seulement les conséquences de la consanguinité, mais aussi l'esprit humain qui a persisté malgré des circonstances difficiles. Leur héritage est à la fois un avertissement et un témoignage, un rappel que même dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine, nous pouvons trouver la force de choisir la compassion plutôt que la tradition, la diversité plutôt que la pureté, et la dignité humaine plutôt que l'opportunisme politique. Finalement, la malédiction de la pureté des lignées a enfin été brisée. Mais le souvenir de ces hommes perdure, non pas comme exemple de pouvoir royal ou de supériorité génétique, mais comme rappel du prix payé lorsque l'humanité est sacrifiée sur l'autel de l'ambition politique.